Eh bien, bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau format qui va s'appeler les Battle Tips. L'idée, c'est de confronter un petit peu des idées autour d'une même thématique et puis de voir comment on peut aborder une même thématique avec des contenus ou des formats un peu différents. Et puis surtout d'avoir un échange et puis d'essayer de déterminer les points clés qui paraîtront, même si le format est différent, mais des troncs communs qui pourraient avoir sur la même thématique. Donc, on reçoit aujourd'hui Charlène Colette, qui est CTF, qui va se présenter pour la Ligue d'Auvergne-Rhône-Alpes, et puis David Hermine, qui est le responsable CTS du pôle de Bretagne. Voilà. La thématique aujourd'hui, ça va être la prise de décision. Donc, on avait choisi avec David d'aller sur ce thème-là, qui est très important dans la formation des jeunes joueurs. Donc, on va vous exposer un petit peu toutes ces choses-là. Donc, je vais laisser la parole à Charlène. Bienvenue en Bretagne et je te laisse te présenter. Donc bonjour Sébastien, bonjour David. Merci pour l'invitation. Donc pour me présenter rapidement, donc Charlène Colette, conseillère technique fédérale sur la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes, donc plus précisément en responsabilité sur le pôle espoir féminin à Lyon et également des responsabilités autour de la formation de cadres. Donc voilà pour moi. Ok, eh ben merci, bienvenue chez nous. Et puis la parole est au local de l'étape, David. Ouais, alors au local depuis quelques années, donc David Hermine, ça fait maintenant 3 ans que je suis sur la Ligue de Bretagne, donc en tant que CTS en charge de la formation du joueur et plus particulièrement du pôle espoir, plus sur le secteur masculin. Et puis auparavant, j'étais CTF sur la Ligue d'Occitanie et plus particulièrement sur le pôle espoir de Toulouse. Ok, très bien. Bon, merci de votre présence à tous les deux. L'idée, c'est qu'on va laisser la parole à Charlène, qu'on va lui partager l'écran aussi. Elle va présenter un petit peu ses situations, sa façon de voir un petit peu le développement de la thématique de la prise de décision. Et puis ensuite, on basculera sur la façon de voir de David. Voilà. Donc, Charlène, on te laisse l'écran et puis la parole. Alors, est-ce que pour vous, l'écran est partagé? C'est tout bon. Très bien. Aujourd'hui, sur la thématique autour de la prise de décision, j'ai plutôt opté pour le choix en fait de présenter des situations en fait qu'on peut mettre en début d'entraînement, principalement sur des phases d'échauffement, qui va pouvoir être, en tout cas, ces exercices vont pouvoir évoluer sur, on va dire, un contexte de 1 contre 1, vous le verrez par la suite. Vraiment, l'idée dans cette mise en route, vous allez le voir, l'objectif, c'est de laisser faire nos joueurs, leur laisser de la liberté pour trouver de la compréhension dans les situations et bien entendu de les laisser trouver des solutions par eux-mêmes. Donc, je vais directement aller sur ma première situation qui est très simple au départ, qui peut également s'adapter à tout type de public, comme ça peut être très ludique pour une mise en route. Donc, juste pour présenter la situation, donc elle se déroule sur 2 demi-terrains. Donc, vous pouvez la faire également si vous avez un groupe conséquent sur 2 demi-terrains. Elle se présente par 2 avec un défenseur là qui va avoir ses 2 épaules, d'accord, face au cercle, donc qui regarde le cercle, et un attaquant qui est derrière lui et qui a la balle, d'accord. Cet attaquant, il a la balle en main et prioritairement, il va dribbler sur place, d'accord. L'idée de cet exercice autour de la prise de décision, c'est que l'attaquant soit en capacité de décider de quel côté je vais jouer. L'idée, c'est que lorsque l'attaquant a décidé d'attaquer sur un côté, donc là sur le côté droit, au moment où il va passer la ligne d'épaule du défenseur, comme le défenseur n'a pas de vision sur lui, au moment où il dépasse, où il est au niveau de sa ligne d'épaule, le défenseur doit opter pour faire le contour de l'autre plot pour essayer de le rattraper.
Donc là, dans l'idée, si vous voulez, c'est de se mettre en route, c'est de jouer, de choisir. Et une fois que j'ai dépassé le pot, l'objectif pour l'attaquant, c'est de ne pas se laisser à nouveau rattraper par le défenseur. Donc plutôt de générer une agressivité vers le cercle. Et le défenseur, son objectif, ça va être de le rattraper, au minimum de le toucher pour avoir un peu on va dire, de l'incertitude sur le retour du défenseur. Donc, dans cette prise de décision, ce qui est intéressant, ça peut être l'incertitude qu'il peut avoir à la fin, si l'attaquant n'a pas assez pris de vitesse pour se construire et se créer son tir. Mais également, ce qui va être intéressant, ça va être l'incertitude du départ avec un avantage de l'attaquant. Donc, pour continuer cette situation et la faire évoluer, donc bien entendu, ça va être de pratiquer le même départ, donc toujours avec un défenseur avec ses épaules et son regard face au cercle, et du coup un attaquant dans son dos. Donc là, l'idée, ce que je vous avais dit au départ, c'est que l'attaquant est en dribble, donc vous pouvez le laisser en dribble ou également vous pouvez le mettre à l'arrêt pour un départ en dribble, ce qui va un peu plus avantager le défenseur parce que dans la prise de décision et dans la mise en mouvement, du coup, je suis pas dans un dribble lancé, mais je suis plutôt sur un départ à l'arrêt. Donc, c'est bien, ça peut faire également travailler les départs en dribble. Et là, l'idée, en fait, c'est, si vous voulez, c'est toujours l'attaquant, il a le choix de partir d'un côté. Et en fait, le défenseur, c'est toujours le même travail. Au moment où il voit l'attaquant arriver au niveau de sa ligne d'épaule, il peut passer. L'idée, ça va être que le défenseur, là, suive et passe par le même plot. Donc pour essayer d'arriver à passer avec l'attaquant au niveau du plot, au niveau de cette zone-là. Donc il se peut qu'au départ, l'attaquant, il ait toujours un vrai temps d'avance parce que le temps que le défenseur réagisse, ça peut prendre du temps. Donc au début, vous pouvez également le faire contourner dans le même sens du plot. Et puis après, si vous voulez aménager la situation différemment pour vraiment mettre de l'incertitude et que l'attaquant il trouve les solutions pour décider et se créer son tir, vous pouvez faire passer l'attaquant en dessous du plot. C'est-à-dire que mon retard défensif, je le rattrape pas en contournant le plot, mais en passant au-dessus du plot. Et donc, du coup, je risque de rattraper l'attaquant plus rapidement que prévu. Donc, vous pouvez faire évoluer ça dans 2 temps. Un temps où le défenseur y suit, un temps où le défenseur il passe dessous. Donc, ça va amener 2 réponses offensives à l'attaquant différentes dans la prise de décision parce que incertitude qui sera pas mise au même moment, donc lecture différente. Et également, vous pouvez faire après un 3e temps où, sous forme de challenge, le défenseur il peut décider de passer avec ou du coup de passer en dessous sans donner l'information et sans l'avoir drivé. Et du coup, là, l'attaquant, il doit développer en plus de ça une lecture offensive adaptée à cette exigence du jeu-là. Donc voilà, ça c'est pour l'évolution. Et on peut partir sur une autre évolution. Donc c'est toujours, si vous voulez, la même organisation au départ. Donc, bien entendu, sur cette organisation-là pédagogique, vous pouvez aménager différemment la situation. Vous pouvez réduire l'espace des plots pour favoriser le défenseur. Vous pouvez adapter les profils de joueurs, c'est-à-dire de petits, de grands, un grand, un petit, comme vous le souhaitez. Vous pouvez également limiter le nombre de dribbles. Vous pouvez autoriser un tir obligatoire, vous pouvez autoriser le rebond, toutes ces choses-là. Simplement pour vous dire que là, en fait, on est plutôt dans cette dernière évolution sur une situation réelle. C'est-à-dire qu'en fait, là, le défenseur, c'est lui qui a la balle. D'accord ? Il est toujours dos à l'attaquant. Mais si vous voulez, c'est lui qui est en possession de la balle. Donc, en fait, il va mettre à disposition le ballon, soit sur la gauche, soit sur la droite. Et là, l'attaquant, en fait, il va arriver lancé pour attraper la balle. Soit il décide, quand il arrive lancé, d'attraper et de jouer du même côté. Soit il va pouvoir commencer à jouer sur attraper, d'accord, la balle, feinter et partir de l'autre côté. Le défenseur a toujours pour consigne de le suivre, essayer de le rattraper pour l'empêcher ou le gêner pour le tir. Donc voilà, là on se rapproche un peu plus du contexte joué, c'est-à-dire que le défenseur on commence à réduire l'aménagement défensif avec le défenseur en possession de la balle. Là, l'avantage que l'attaquant doit toujours être
en possession et doit toujours renforcer, c'est qu'il doit utiliser que là, pour le moment, le défenseur, il n'a toujours pas de prise d'information sur potentiellement sur lui, ce qu'il va faire. D'accord? Donc ça peut être également intéressant pour rapprocher le rapport de force. Et après, comme je vous l'ai dit, on arrive dans une dernière évolution où là, on est dans le même type d'exercice où là, en fait, le défenseur, si vous voulez, sur le début d'exercice, il va être face à l'attaquant. Donc, c'est un peu comme si on faisait un check ball, c'est-à-dire que le défenseur, il met à disposition la balle à l'attaquant lorsqu'il le souhaite, d'accord? Et ensuite, l'attaquant, il rentre en possession de la balle. Et du coup, l'attaquant, il a toujours le même travail à faire, passer d'un côté ou de l'autre. Sauf que là, il va se retrouver face à d'autres contraintes et d'autres prises de risque. C'est ce qui est intéressant autour de la prise de décision. C'est que là, le défenseur, si vous voulez, il est en capacité de tout voir et de pouvoir suivre, de passer avec. Donc, il va y avoir d'autres consignes techniques qui vont rentrer en compte. Hormis l'agressivité dans la profondeur, il va y avoir tous ces aspects de gestion des rythmes, mais également de gestion des contacts pour pouvoir décider de la meilleure des manières possibles. Qu'on rajoute autour de cette situation-là, si vous voulez, c'est que là, on est dans un contrat, on va dire, plutôt aménagé. Nous, ce qui nous intéresse, je vous l'ai dit sur l'exercice précédent, c'est ce qui va se passer au niveau du tir, mais également au niveau de l'enchaînement d'actions et du coup de cet aspect aussi dans prendre des décisions sur cet aspect de tout ce qui peut être transition autour d'attaque-défense pour bien entendu renforcer la prise de décision et du coup attaquer toujours avec un certain avantage. Donc là, quand le groupe va passer, vous avez vu, j'ai rajouté un troisième joueur là qui est placé dans le rond central. Donc il va y avoir jeu de 1 contre 1. Il va y avoir un rebond ici. Donc, dans un premier temps, on va simplement transiter. Donc, panier marqué, pareil, il y a rebond. Donc, on transite. Donc, c'est 2 qui passent attaquant. Il va passer la balle sur le passeur, d'accord? Et 1 va devenir défenseur. Donc, en fait, il transite et 2 va sortir d'un côté à 45 ou de l'autre côté à 45 pour pouvoir à nouveau jouer 1 contre 1 quand 3 va remettre la balle en jeu. Donc, ce qui peut être intéressant là-dedans, c'est qu'en fait, on a l'action de transition et que si 1 oublie de transiter attaque-défense, 2, on est sur des repères à lui donner dans la prise d'information, où se situe le défenseur par rapport à moi, qu'est-ce que je regarde dans ma course sans ballon, qu'est-ce que je regarde à la réception du ballon pour pouvoir décider de la meilleure des manières par rapport à ce que me donne le défenseur. Donc voilà, ça, vous pouvez l'aménager également de manière différente, c'est-à-dire qu'il y a tir de 1. Vous pouvez jouer également les rebonds offensifs, qui est extrêmement intéressant pour continuer à développer l'agressivité. Mais vous pouvez également décider que lorsqu'il y a panier marqué, que le ballon appartient à tout le monde. Donc, c'est-à-dire que s'il récupère à nouveau son ballon après son panier marqué, c'est lui à nouveau qui peut transiter. Donc, pour qu'on conserve, comme je vous l'ai dit, l'agressivité. Donc, ça, c'est une situation qui est plutôt complète sur la fin, qui amène à transiter 2 fois, à jouer 2 types, on va dire, plutôt de 1 contre 1. Là où je vais essayer vraiment de me créer l'avantage avec un aménagement défensif, et un contre 1 plutôt contextualisé dans le 1 contre 1 plutôt de match, à savoir après des marquages, dans le couloir de jeu direct à 45 degrés. Voilà, essayer de trouver des solutions pour me créer le tir. Toujours avec une incertitude de placer avec l'acte de transiter. L'idée derrière, c'est qu'une fois qu'on a mis en place ces choses-là, on va dire sur un début de séance, donc qui peut facilement tenir entre 20 et 25 minutes parce que les joueurs, ils sont dans jouer, dans transiter et enchaîner. L'idée, c'est de passer sur une deuxième phase également où ils vont jouer. Donc, vous avez vu, j'ai essayé de tenir les mêmes repères et les mêmes débuts d'exercice. Comme ça, les joueurs ne sont pas perdus, sauf qu'en fait, on va aménager cette situation plutôt dans le 2 contre 2. Donc là, si vous voulez, j'ai positionné le défenseur, on va dire, un peu beaucoup dans l'aide. C'était simplement pour vous faire remarquer qu'on va jouer avec 2 attaquants et 2 défenseurs. L'idée, c'est toujours la même du départ. Le défenseur est face à l'attaquant, là, par contre, d'accord?
Et du coup, ben, l'attaquant va jouer d'un côté, le défenseur doit répondre de l'autre côté à la réponse offensive trouvée ou décidée plutôt par l'attaquant. Et là, en fait, l'idée, c'est de se retrouver dans les mêmes repères. Mettre de l'agressivité dans la profondeur, bien entendu, pour dans une première volonté d'attaquer et de marquer le panier. Sauf que là, si vous voulez, ben, il va y avoir un peu plus d'incertitude, c'est-à-dire, ben, je vais rentrer dans différents jeux. Est-ce que j'ai un jeu de drive pour la finition ou est-ce que j'ai un jeu de drive pour ben, la fixation de ce défenseur-là? Donc, ce défenseur-là, si vous voulez, vous pouvez le driver, c'est-à-dire ben, lui demander d'arriver très tôt, le plus tôt possible, ces deux appuis, on va dire, à l'extérieur, on va dire, de la zone réservée pour, du coup, enclencher une prise de décision différente. Voilà. Vous pouvez lui dire également à ce défenseur-là, en le drivant, en disant, ben, pour le moment, ben, tu réagis en fonction du drive, mais plutôt en leurrant, donc c'est-à-dire en venant montrer que je suis là, puis en repartant sur l'attaquant. Donc voilà, l'idée là, ça va être vraiment de jouer avec l'attaquant qui est à l'opposé, tout en essayant de renforcer la prise de décision du départ qui était dans la volonté d'aller marquer le panier. Donc, on va devoir jouer en plus de cette incertitude et du défenseur qui revient vers moi, sur cette incertitude-là et comment intervient le défenseur pour, ben, s'il est loin de moi, je peux aller marquer. S'il intervient plutôt très tôt, m'arrêter et du coup, ben, commencer à travailler avec peut-être un joueur qui va venir remplir le coin, peut-être un joueur également en fonction de lui, comment il va être orienté, ben, casser l'alignement, d'accord, vers le bas ou vers le haut, pour se rendre disponible, pour faire un jeu de passe, et que ce soit lui qui soit dans les conditions de décider, dans un retour de close-out très rapide, pour à nouveau réattaquer le cercle. Voilà, donc je vais vous présenter l'évolution de cette situation, parce que il y a beaucoup de choses également à voir, c'est-à-dire que pour le moment, si vous voulez, là, le défenseur partait du même côté du plot. Donc, il peut y avoir également, comme je vous l'ai mis plus tôt là dans ce que je vous ai démontré, le défenseur qui passe avec l'attaquant. Donc, comme il est de face, donc il peut arriver à passer très vite, donc plutôt peut-être à contraindre l'attaquant dans cette agressivité vers le cercle. Et également, si vous voulez, hormis le fait d'être dans le jeu de drive, dans le jeu de passe également, on est également là dans un jeu plutôt dans la volonté de créer, de conserver cette attaque du 2 contre 1 plus sain, d'accord, avec un retard défensif qui est observé. Et du coup, ben, si ce joueur-là passe la balle, l'orienter également dans nos jeux de principe, c'est-à-dire être en capacité de se replacer dans un espace libre pour être à nouveau disponible. Donc voilà, vous pouvez faire évoluer la situation comme ça. Également, dans une dernière évolution, vous pouvez enlever les plots, d'accord, partir plutôt du haut ici, vers la ligne médiane, vraiment dans un 1 contre 1 lancé où je vais devoir éliminer ce joueur pour, ben, comme je vous l'ai dit, soit avoir du jeu de drive pour une finition vers le cercle, soit plutôt rentrer dans un jeu de fixation en fonction de comment intervient ce défenseur-là pour jouer avec l'attaquant sur qui on mettra également des informations. Vous pouvez également, comme ma dernière situation, une fois que j'ai joué le 2 contre 2 de cette manière-là, en fait, transiter à l'opposé et faire une traversée de terrain de l'autre côté avec peut-être dans cette action de transiter, toujours cette volonté de jouer le rebond, cette volonté ben, de transiter à panier marqué, donc vite se mettre derrière la ligne de touche. Donc voilà, différentes intentions dans la prise de décision qui sont quand même importantes. Voilà, j'en ai fini pour ma présentation des situations. Okay, ouais, 2-3 petites remarques. En fait, on s'aperçoit finalement que toi, tu as plutôt traité le sujet sur de la tactique individuelle, on va dire, à partir du 1 contre 1 ou du 1 contre 0 plus 1 avec des aménagements ta prise de décision. En fait, elle vient du positionnement du défenseur et puis des droits que tu vas lui attribuer, quoi, en fait. Oui, exactement, c'est ça, si tu veux, c'est plutôt dans les repères, on va dire, techniques, comme tu l'as dit, c'est un peu, tu vois, c'est, enfin, quel est mon avantage, comment je l'ai trouvé, mon avantage,
Et du coup, ben, derrière, en fait, c'est toujours le curseur, tu vois, c'est mesurer les risques, c'est-à-dire, ben, qu'est-ce que je joue, qu'est-ce que je sais très bien faire, et du coup, ben, en fait, comment je vais jouer ce joueur-là pour prendre des décisions. Donc, derrière, si tu veux, techniquement, ce qui est intéressant, c'est ce que je l'ai dit, ça fait travailler plusieurs choses dans l'agressivité. Donc, tu as des repères techniques à amener sur le dribble, sur la dissociation du regard et du ballon. Tu as aussi des choses à amener sur la lecture de jeu et plutôt cette vision, tu vois, un peu périphérique quand on arrive dans le jeu à deux pour voir comment se situe mon défenseur, comment se situe l'autre défenseur dans l'aide défensive. Donc, voilà, c'est hyper intéressant et en fait, il y a de multiples évolutions que plein d'entraîneurs vont trouver à ces situations-là, quoi. Ça te permet aussi de moduler, je suppose, un petit curseur de l'exercice pour le rendre plus facile ou plus simple en fonction des binômes et des niveaux de jeu aussi. Ça permet d'individualiser peut-être un peu l'entraînement aussi en mettant des curseurs plus simples pour les moins aguerris et puis des curseurs peut-être un peu plus élevés aussi pour les plus aguerris. Oui, Ok. après, dans Et du coup, régulation. ça peut être aussi adapté sur d'autres catégories, pardon. Oui, oui, dans tes régulations pédagogiques, comme tu l'as dit, tu peux niveler le niveau d'exigence, d'accord, pour en fait, ben, soit t'aménages, on va dire, de manière, on va dire, un peu plus élevée la défense, d'accord, ce qui va contraindre l'attaquant, ben, vraiment à trouver des solutions dans comment est le défenseur, comment il se positionne pour pouvoir l'attaquer, on va dire, de manière juste. Alors, je dis pas que ça se fait comme ça en claquant des doigts, hein. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Mais oui, plus tu vas niveler le curseur sur comment je veux que mon défenseur intervienne par rapport à l'attaquant ou quels avantages je peux donner à l'attaquant, en fait, tu vas réguler ces choses pour mettre ben, en situation d'efficacité, on va dire, tes joueurs. Alors peut-être que parfois, ils ne seront pas en situation d'efficacité, mais l'idée, c'est de relever l'erreur, d'apprendre par l'erreur et d'essayer de refaire, quoi. Donc, d'être plutôt libre par rapport à ça. Ouais, du coup, par rapport, dernière question, on est pris un peu par le temps, mais la posture pédagogique, en fait, tu poses la problématique avec l'aménagement des défenseurs et dans les espaces et dans les droits. Et puis après, tu apportes des réponses, tu les laisses trouver les réponses déjà, tu les laisses se créer un petit peu leur propre expérience, ou tu donnes déjà des garde-fous techniques ou tactiques sur les comportements que tu attends. Ouais, écoute, comme c'est plutôt un début de séance et que parfois, ben, tu sais, enfin, on arrive en termes de concentration. Voilà, je pense qu'il faut amener dans une certaine forme de dynamique à la séance. Donc, pour le moment, en fait, je vais les laisser faire vraiment pour que, en fait, moi, si tu veux, par exemple, les joueuses du pôle, aujourd'hui, bah, elles sont en capacité de trouver les solutions par elles-mêmes et derrière, ouais, ça va plutôt être un jeu oui, je vais élever l'aménagement défensif, comme je te l'ai dit, pour soit leur faire trouver d'autres solutions, mais vraiment un jeu d'essai par erreur et, si tu veux, de questionnement, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé sur cette situation? Ok, qu'est-ce que tu as très bien fait? Qu'est-ce que tu peux améliorer? Qu'est-ce qui s'est passé chez le défenseur? Ok. Et ben, du coup, dans le questionnement, ok, tu es d'accord là-dessus? Oui, ça me paraît simple, et ben, essaye de mettre en place. Et tu vois, ça se fait dans un jeu ouais, de relais avec la joueuse, mais sans principalement arrêter le jeu, tu vois, pour identifier quelque chose, quoi. Vraiment Mhm. les laisser évoluer. Ouais, donc ça permet aussi d'ancrer un peu plus les apprentissages quand ça vient d'eux, quoi. Quand la décision, elle vient d'eux, ils ressentent un petit peu les choses plutôt que de les imposer, quoi. Voilà. Oui, comme tu l'as dit, c'est de les faire gagner en fait en autonomie dans la prise de décision. C'est-à-dire, si tu veux, dans la posture, ben, quand tu les remets vraiment dans des situations où ils jouent, ben, en fait, qu'ils attendent pas que le coach lui dise ben, joue, dribble, tire, mais plutôt ben, que, ok, je prends les décisions par moi-même, je me responsabilise, je gagne en autonomie. Je sais quelles difficultés je peux ou quels risques je peux rencontrer. Ben, voilà, c'est à moi de mettre tout en œuvre de mon côté pour décider, oser, tenter de faire des choses. Et puis après, ben, on est là dans l'échange pour réguler, pour niveler le curseur par rapport à ce qui s'est passé, quoi. Ok. Ouais, c'est riche. Écoute, merci, hein, Charlène, c'est vraiment hyper intéressant, je pense, tant sur le format que sur la méthode PEDA. On, on va, on va laisser la parole à David qui va prendre le contrôle de l'écran.
et puis qui va vous exposer un petit peu sa vision sur le pôle de Bretagne. Ouais. Merci Sébastien. Donc, juste avant de vous partager mon écran, revenir aussi sur très rapidement sur la situation, enfin les situations qu'a pu présenter Charlène. Et c'est vrai que moi j'y vois surtout une approche vraiment très structurante pour les entraîneurs, je pense, de pouvoir en fait avoir des situations relativement simples à mettre en place et qui sont évolutives en fait, en y associant aussi une part d'incertitude qui va amener le joueur à devoir s'adapter. Et je pense que ça répond nous à l'évolution un petit peu du jeu actuel, notamment dans ces catégories-là, sur le fait de avoir cette variété un petit peu d'expérience sur lequel le joueur va devoir ou la joueuse apporter des réponses qui vont être uniques à la situation, mais vont pouvoir aussi évoluer au fur et à mesure des séquences et aussi de ses capacités un petit peu techniques et tactiques dans le jeu. Donc le fait que ça puisse être aussi abordé sans qu'il y ait de limites sur ces aspects-là, sur l'aspect technique et qui est aussi cette part qui soit laissée libre à la joueuse, moi je trouve ça vraiment très, très riche et très intéressant. Donc pour aller sur la continuité, essayer d'étoffer aussi voilà, les propos et nos débats, la réflexion de départ, elle a été pour moi en tout cas de pouvoir aborder des situations un petit peu de jeu, voilà, donc qui vont pouvoir après se déployer à 2, à 3, à 4, à 5, même si là, j'ai plutôt pris un parti pris de vous montrer deux situations à 3 contre 3 et à 4 contre 4. C'est avant tout de pouvoir se référer aux caractéristiques du jeu. Et dans ces catégories-là, en U15, on retrouve notamment un besoin de pouvoir changer de statut et de transiter. Et également de pouvoir générer de l'agressivité offensive, donc en fait de pouvoir être dangereux et d'exploiter un avantage. Et donc c'est ces deux notions-là, à travers forcément la prise de décision dans le jeu, voilà, qui va être forcément liée aussi au comportement défensif, qu'on va essayer de détailler par rapport à des aspects un peu plus, on va dire, pré-collectifs. Donc sur la première situation à 3 contre 3, avec 3 attaquants et puis 3 défenseurs qui sont placés dans des espaces de joueurs extérieurs. Le positionnement de l'entraîneur, il est important. Charlène en a un petit peu parlé. Je pense que c'est nécessaire aujourd'hui de pouvoir développer chez nos joueurs cette vision un peu périphérique pour prendre des informations au-delà de, on va dire, leur couloir de 1 contre 1 et surtout de ce qui va se passer autour d'eux en termes de déplacement de leurs partenaires, de placement ou de déplacement des défenseurs, pour qu'ils soient en capacité de pouvoir avoir une action d'agressivité autour du tir, autour du 1 contre 1, autour du jeu sans ballon, qui soit adapté par rapport en fait à l'environnement. Parce qu'on est dans un sport d'opposition où généralement aussi, les joueurs vont pas rester 1 à 2 secondes sur le même espace. Donc, ce qui veut dire qu'il va y avoir une prise d'information qui va varier et évoluer en permanence. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir débuter avec un porteur de balle qui est dans l'axe et qui va pouvoir enchaîner sur des enchaînements très simples autour de passe et va et de replacement. Donc ici, une première passe dans l'aile qui va générer une coupe pour recevoir la balle et puis un replacement du joueur numéro 3 dans l'axe. Ça a un intérêt aussi de pouvoir permettre de développer des attitudes et des aspects défensifs, donc tout ce qui est défense sur le porteur de balle, défense à une passe et puis défense notamment sur les aides défensives à l'opposé du ballon. Et derrière, la situation de 3 contre 3 dans le jeu, elle va être en fait déclenchée par un signal du coach qui va être généralement un appel de balle et qui va en fait devoir déjà pour les attaquants réussir à identifier le signal pour pouvoir enchaîner. Et là, ça sera le schéma sur votre droite, une passe sur le coach et qui va amener dans la passe à en fait avoir des changements de statut. C'est-à-dire que les 3 attaquants vont passer défenseurs et devoir mettre un pied dans la raquette avant de se replacer face à leur vis-à-vis et par rapport à la balle. Et puis pour les 3 défenseurs, reprendre de l'espace au-delà de la ligne à 3 points. Donc cet intérêt-là et l'objectif de cet enchaînement, c'est de vraiment avoir cette transition rapide, plutôt dans des espaces de jeu, qui va derrière devoir générer, notamment en attaque,
des situations pour pouvoir identifier en fait la reprise défensive, et notamment avec des règles qui sont très simples, c'est-à-dire pour le porteur de balle déjà se rendre disponible, notamment à une passe, donc ici pour le joueur numéro 2 et numéro 3, et donc ça signifie sortir un petit peu de l'alignement du défenseur. Alors soit s'il est loin, reculer un petit peu, soit s'il est sur la ligne de passe, jouer dans le dos du défenseur et dans le backdoor, ou tout simplement se désaligner et pas être dans l'axe entre le défenseur et le panier. Donc là, je vous ai mis un exemple. Voilà, il y a une passe de l'entraîneur sur le joueur numéro 3 qui est dans l'axe. Et pour moi, qui est importante aussi derrière de pouvoir délimiter des repères de jeu dans des espaces et donc des couloirs de 1 contre 1. À la fois pour le porteur de balle, mais aussi pour les non-porteurs afin qu'ils puissent en fait favoriser l'expression du porteur de balle. Et également parce qu'on voit que c'est une limite dans ces catégories-là à certains moments, c'est ramener en fait le défenseur proche de la balle en se rapprochant de lui, et donc ce qui va limiter notamment sur les attaquants de dribble cette possibilité de pouvoir justement chercher à franchir et à déborder. Et donc dans la continuité, cette situation elle va se jouer autour d'enchaînements très simples avec une action de 1 contre 1 qui peut être déclenchée. Donc là, plutôt dans ces catégories également et dans l'alternance au niveau du jeu, et la volonté d'aller jouer à l'opposé de la passe. Donc là, si la passe vient d'un côté, plutôt chercher si j'attaque et si le défenseur est proche de moi, aller jouer de ce côté-là, et avoir derrière des déplacements dans le jeu sans ballon qui sont aussi adaptés. C'est-à-dire que plutôt pour, dans ces concepts de jeu, donner de l'espace et donner une ligne de passe en fait au porteur de balle, parce que on se rend compte que ce qui va être prioritaire, nous, dans le développement de l'agressivité, c'est de pouvoir vraiment permettre aux porteurs de balle d'avoir assez d'espace et aussi des choix qui sont plutôt faciles et face à ses épaules s'il doit être amené à passer la balle. Donc là, dans les déplacements pour le joueur 1, ça peut être justement se déplacer plutôt vers la ligne de fond pour aspirer son défenseur et puis laisser un intervalle d'1 contre 1 libre, ou si le numéro 1 vient monter un petit peu, jouer dans le dos. Voilà, et avoir une ligne de passe plutôt près du cercle qui va être ouverte. Et à l'opposé, être dans des situations d'équilibre du jeu et plutôt de soutien du 1 contre 1. Donc il y a en fait à chaque fois 2 possibilités de passe si nécessaire. Une qui va être face aux épaules du porteur de balle et puis une qui va être derrière s'il n'y a aucun avantage qui est généré par rapport à la situation. Et ce qui, moi, me paraît intéressant dans les évolutions, c'est que là, je vous ai mis un exemple de type de passe qui a été fait sur le joueur numéro 3, mais que l'incertitude, elle est aussi liée au fait que l'entraîneur, il va pouvoir passer la balle à un des 3 joueurs. Et donc, dans la répétition et dans la variété des situations, ça va forcément déclencher des situations à la fois différentes et qui vont pouvoir aussi générer des replacements défensifs différents. C'est-à-dire que si le ballon est laissé plutôt côté fort et donc du côté de la balle, ça veut dire que pour les joueurs en défense, de ce côté-là, il va falloir plutôt générer de la pression sur le porteur de balle et puis être en contestation de la ligne de passe. Par contre, s'il y a une situation de renversement, comme on peut aussi voir dans le jeu en U15, et par exemple une passe du coach vers le joueur numéro 1 ici, les joueurs dans la passe vont devoir se replacer à la fois en défense par rapport à l'axe panier-panier et être plutôt dans des aides défensives pour défendre le danger. Et je pense que ça reste un aspect vraiment important dans cette variété de situations que vous pouvez mettre en place, c'est à la fois déplacer le positionnement du ballon en fonction des passes, mais aussi que les attaquants et les défenseurs soient amenés à s'adapter en permanence pour pouvoir en fait en attaque exploiter cette situation d'avantage dans la reprise défensive, puis en défense être capable de se replacer par rapport au ballon et au danger en fait sur ces situations. Et dans l'évolution qui peuvent être amenées par rapport à ça, c'est à la fois le jouer, et j'ai eu l'occasion de le mettre régulièrement en place sur les jeunes du pôle espoir, c'est le jouer jusqu'à ce qu'il y ait un premier panier marqué. Et donc ça veut dire que pour pouvoir valoriser aussi un peu plus l'aspect défensif, il va falloir réussir à ne pas donner de panier facile près du cercle et derrière à gagner la balle soit sur une ligne de passe, soit sur un rebond défensif et relancer sur l'entraîneur pour pouvoir changer de statut. Et donc jouer dans la continuité à 3 contre 3 demi-terrain, ou sinon amener une traversée de terrain pour avoir une transition vraiment en associant le jeu rapide et la projection vers l'avant et également le repli défensif. Donc une première situation qui est pour moi plutôt déclenchée autour de ces aspects très simples autour des principes de jeu, afin de favoriser par contre
la notion d'agressivité offensive. Donc, pour rester dans cette continuité-là, l'idée, elle va être également la même sur une situation également plus à 4 contre 4, avec un positionnement de départ qui est un petit peu différent, notamment pour les défenseurs. C'est-à-dire que ma réflexion, elle a été la même de pouvoir en fait avoir déjà des défenseurs qui sont en mouvement et en déplacement, et surtout qui vont être en permanence en capacité de devoir voir le ballon. Donc, c'est-à-dire que là, on voit qu'il y a 4 défenseurs que je vais placer plutôt dans la raquette qui vont se déplacer dans le même sens en respectant une distance de 2-3 mètres entre eux. 4 attaquants qui sont positionnés dans les espaces arrière et dans les espaces intermédiaires à 3 points entre la ligne continue et arrondie. Et puis un coach qui va débuter avec la balle derrière la ligne de fond sur l'axe panier-panier et qui va générer des échanges de passes en fait avec les joueurs défenseurs pour qu'ils soient amenés à devoir être déjà réactifs dans ce petit jeu-là au départ. Et la situation, elle va se déclencher à partir du moment où il va y avoir notamment une passe qui va sortir vers un des 4 attaquants avec au départ plutôt des passes qui vont être vers un des deux joueurs les plus bas dans le terrain. Donc soit le joueur ici numéro 4, soit le joueur numéro 1. Et l'enchaînement, il va forcément être autour d'une extra passe, donc c'est une passe supplémentaire après la première passe, et pour pouvoir derrière amener une situation de 4-4 avec des reprises défensives à devoir exploiter. Pourquoi cette situation-là? C'est que tout simplement, comme je l'ai évoqué, dans le jeu U15, on se rend compte, notamment sur la deuxième partie de la saison, dès que les joueurs ont un peu plus de bagage technique, un peu plus d'expérience et de QI basket, que les situations d'un contre un et d'attaque en dribble, elles amènent très généralement à des situations de fixation passe et d'extra passe, et notamment avec des passes qui vont arriver plutôt de la raquette pour pouvoir après aller vers soit le corner, soit vers les espaces en haut du terrain, vers les espaces arrière. Donc c'est reprendre la situation en fait par rapport à la réalité du jeu dans ces catégories-là, pour qu'il y ait tout simplement mais des repères derrière que nous en tant qu'entraîneurs on puisse aussi instaurer par rapport à ça et permettre aux joueurs de s'y exprimer. Donc l'alternance après qui peut être mise aussi dans ces situations, c'est la même organisation, un défenseur qui va sortir la balle sur l'entraîneur et puis qui va décider de pouvoir plutôt passer la balle à un des deux joueurs qui est en haut et d'avoir une extra passe qui va descendre vers un des deux joueurs qui est voilà, plutôt dans les espaces des joueurs réguliers. Donc derrière, en partant de cette situation-là, dès qu'il y a eu la situation d'extra passe, mais normalement dans ce temps-là, on va aussi avoir des joueurs en défense qui vont être amenés à se replacer avec ces principes d'aller déjà défendre le danger, donc la balle, et surtout de se replacer par rapport au joueur le plus proche et à l'axe panier-panier, en plus de prendre le repère du ballon. Et donc, ce qui fait que la situation, en fait, elle va générer ce qu'on peut appeler des mismatchs, donc des avantages ou des désavantages par rapport au poste de jeu, par rapport au profil aussi de taille. Et c'est là où, dans notamment cette prise de décision et le fait de pouvoir identifier déjà mes points forts, identifier face à qui je vais évoluer dans mon face-à-face, et derrière, surtout, pouvoir notamment générer de l'agressivité. Alors, elle peut être autour du 1 contre 1, notamment s'il y a un avantage qui est clair dans la reprise défensive, voilà, avec des repères qui sont simples à donner aux joueurs. Hein. Si le défenseur est loin de moi et que je suis en capacité de tirer, avoir cette intention là, au moins déjà en termes d'attitude, et puis après de prise de tir extérieur, avec des joueurs qui vont être concernés par le rebond offensif, puis le repli défensif. Ou également, si le défenseur se rapproche de moi, répondre par de l'agressivité dans l'attaque en dribble et derrière des situations de déplacement de jeu sans ballon, comme j'ai pu vous le montrer sur la situation de 3-3. Et ce qui, moi, me paraît aussi enrichissant, notamment en termes d'expérience, alors notamment pour des publics qui commencent à être un petit peu plus confirmés ou dans la continuité sur les catégories U17, U18, c'est être en capacité de pouvoir identifier pour les joueurs aussi des temps forts qui sont liés à des avantages offensifs. Et donc là, je vous ai montré un premier exemple qui est notamment autour de l'exploitation du
du jeu intérieur et des post-up. C'est-à-dire que, notamment pour des joueurs qui ont des avantages de taille, des avantages aussi de gabarit, de pouvoir s'installer au bloc. Et là, en partant par exemple d'une situation où le joueur 4 en attaque aurait un avantage sur le défenseur numéro 2, et de venir pour le joueur 3 identifier ça, descendre en dribble, et pour le joueur 4 venir se poster et donner une solution de passe pour essayer de rentrer le ballon dans le jeu intérieur. Et derrière, avec tous les principes de jeu dans la mobilité qui vont se mettre en place dans ces catégories. Donc déjà, ça, c'est une évolution un peu plus par rapport justement à cette prise de décision rapide et à être en capacité de pouvoir conserver de l'agressivité sans arrêter la balle. Et la même réflexion, elle peut être aussi s'il y a notamment une situation d'avantage d'un joueur qui est à l'opposé du ballon, avec une coupe plutôt vers le cercle, pour chercher à venir s'installer, à prendre une prise de position préférentielle, et derrière à rechercher des relations de jeu directes, voire pour les catégories de tubes et des relations de jeu en triangle. Mais déjà dans la catégorie U15, ça me semble être un bon axe de développement par rapport à ce que nous on peut identifier comme la tactique collective, qui est une tendance à l'heure actuelle de pouvoir en fait collectivement à plusieurs joueurs identifier le danger et puis essayer de le cibler autour d'un temps fort en respectant des principes de jeu et d'espace, de timing à exploiter autour de ces situations-là. Donc voilà pour moi sur les situations que je souhaitais vous présenter, surtout avec aussi cette volonté de laisser le joueur et d'accompagner le joueur dans cette prise de décision autour vraiment des intentions de jeu, parce que c'est vrai que pour avoir des joueurs qui vont être dans la volonté de pouvoir justement prendre ces décisions et d'y mettre de la justesse et de l'efficacité, je pense qu'au départ, c'est important pour nous, dans notre rôle, de pouvoir définir quelles sont les intentions, en fait, pour que ça permette de connecter les joueurs à un objectif, et derrière que l'attention et la concentration, elles soient vraiment portées pour eux sur le fait d'exploiter ces intentions de jeu qui doivent rester vraiment relativement très simples dans les catégories U13 et U15. Et en termes d'évolution, par la suite, vous pouvez faire bien évidemment évoluer cette situation-là, soit avec des situations en continuité de mi-terrain, soit une traversée de terrain ou plusieurs traversées de terrain en 4-4, sans que la technique soit aussi limitante par rapport aux joueurs dans ces situations-là. C'est pour ça que ça me paraît important de les mettre en mouvement aussi, notamment au niveau des attaquants, et puis de laisser aussi un temps supplémentaire aux défenseurs pour pouvoir se replacer. Donc là, dans ce cas-là, il faut avoir un petit peu de créativité, à aménager les situations pour que il y ait un travail technique avant les passes qui soit réalisé, pour que ça ralentisse un petit peu les échanges de passes et que ça donne du temps supplémentaire aux défenseurs pour pouvoir se replacer par rapport à la position défensive et à la défense à hauteur. Ok David, et, écoute, moi j'avais deux questions, mais en fait tu as répondu déjà partiellement. L'idée c'était que les deux situations en 3-3 comme en 4-4 puissent être enchaînées avec une situation de contre-attaque ou d'enchaînement sur tout le terrain derrière pour justement solliciter encore un peu plus les gamins sur les enchaînements et les aspects transitionnels. Et puis après tu as répondu aussi sur la partie technique qui est inéluctable en amont pour avoir un peu de la maîtrise technique. Sur les attraper, les pivoter, les passes, toutes les situations de tir aussi. Oui, bien sûr, c'est nécessaire en fait que la technique soit pas une contrainte, notamment à la prise de décision au départ. C'est-à-dire que il faut aménager les situations pour que le joueur puisse être plutôt dans sa zone de confort, dans ce qu'il maîtrise par rapport à ses capacités, par rapport à la connaissance de soi, donc à ses points forts et puis les lacunes qu'il a encore à développer. Et donc derrière, c'est au fur et à mesure élever le niveau d'exigence, comme on parlait Charlène, sur la qualité de l'exécution, la rapidité des prises de décision, qu'elles soient individuelles ou aussi collectives, et puis in fine y trouver une forme de performance, pour moi qui est plus dans le fait de valoriser la bonne prise de décision que l'efficacité, on va dire, dans les choix techniques, que ce soit au niveau de l'adresse bien évidemment, parce que on reste un sport où il faut mettre des paniers, mais on sait très bien que, notamment dans la construction de ces jeunes joueurs, c'est des éléments qui vont
développer au fur et à mesure et avec lesquels ils vont devenir forcément un peu plus à l'aise et on va dire efficaces dans ces situations. Donc, je pense que le curseur, il est important pour nous entraîneurs de le placer plutôt sur la justesse du jeu et la qualité du jeu plutôt que le niveau d'efficacité et que la performance elle soit pas liée qu'à ça. D'accord. Donc après, si on peut résumer un petit peu les troncs communs entre les deux, on a Charlène qui a une approche un peu plus tactique individuelle et puis David qui allait plus sur des aspects plutôt collectifs, pré-collectifs. Donc finalement c'est assez complémentaire. On s'aperçoit que le traitement du sujet il est assez complémentaire. C'est un peu ce qu'on voulait, ça tombe bien. Ce qu'on peut quand même retenir, c'est il y a 3 temps forts, 3 choses fortes qu'on a retrouvées en tout cas dans les 2 interventions. C'est la première partie, c'est transiter, enchaîner, c'est-à-dire être en capacité aussi de se projeter vite sur d'autres actions et d'être disponible tout de suite. Alors, je suis désolé, il y a des travaux juste au-dessus. Le deuxième temps, c'est créer de l'incertitude en aménageant un petit peu les exercices pour favoriser l'adaptabilité, l'adaptation en fait des joueurs sur le terrain et donc la prise de décision. Donc l'idée, c'est de sortir un petit peu des schémas et des choix imposés aux joueurs pour qu'ils puissent prendre des décisions et créer, réfléchir aussi, utiliser le questionnement pour ancrer les apprentissages chez les entraînés, en tout cas. Et puis la dernière chose, c'est, David vient juste d'en parler, c'est la prise de décision rapide qui est si chère aux Espagnols. Et pour ça, il faut aussi que les entraîneurs acceptent les erreurs des joueurs et qu'on les laisse, Charlène en a parlé, échec, échec, échec jusqu'au moment où j'ai une réussite. Donc il faut être en capacité de pouvoir accepter ces échecs-là. Voilà. Écoutez, en tout cas, je vous remercie parce que j'ai trouvé ça, à mon avis, très riche. J'espère que le format plaira. Vous aurez les petits QR codes et toutes les situations sur la chaîne BBC, donc la Brest Basket Coach, la chaîne YouTube. Deuxièmement, vous retrouverez tout ça sur le site de l'IRFBB Bretagne. Vous tapez IRFBB Bretagne et puis il y aura une page technique et on classifiera tout ça. Et puis voilà, je vais laisser le mot de la fin à Charlène, puis après à David. En tout cas, merci à David, puisque c'est lui qui a conçu un petit peu le concept. Merci à Charlène pour ta disponibilité et la qualité de l'intervention. Voilà, si tu veux dire un dernier petit mot. Bon, écoutez, je vous remercie pour cette première avec vous. Je trouve que ça a été très riche ces échanges. Donc voilà, après moi, bien entendu, je reste à disposition des entraîneurs qui peuvent questionner les situations qui ont été proposées. Donc par rapport à mes coordonnées, donc il y a pas de souci dans cette volonté de partager. Et puis, concernant la thématique, comme l'a dit David, c'est l'évolution du jeu actuel. C'est des situations qui sont uniques en elles-mêmes et qui sont à chaque fois différentes. Donc, si vous voulez, il faut que nos joueurs gagnent, on va dire, plutôt en autonomie et voilà, et derrière soient en capacité de faire des choix avec tout ce qu'on pourra mettre en place sur le terrain par les aménagements pédagogiques, mais également par les aménagements, les conseils techniques qu'on pourra donner et que cette partie-là, j'ai envie de dire, de l'apprentissage, elle est vraiment dynamique, elle est vraiment prégnante parce qu'en fait, on voit vraiment les joueurs passer des caps et que c'est extrêmement intéressant. Voilà. Merci Charlène. David? Et pour ma part également, remercier Charlène pour ta disponibilité. C'est vrai qu'on avait essayé de construire ce format-là depuis maintenant quelques temps et puis on espère que ça va pouvoir répondre aux attentes du plus grand nombre. Pas forcément un mot de la fin, mais plus, on va dire, un partage un petit peu d'expérience dans le sens où Sébastien l'a souligné. On a été beaucoup inspiré aussi et encore plus actuellement, par le basket espagnol et notamment leur approche pédagogique de développer cette prise de décision. Je pense que c'est toujours intéressant aussi de regarder un petit peu ce qui se passe ailleurs et de voir nous, par rapport à nos publics et aussi à notre culture, comment on pourrait justement faire évoluer notre manière d'entraîner en essayant vraiment d'initier, de développer cette créativité et cette prise de décision auprès
nos joueurs. Donc, juste un petit, on va dire, contact que vous pourriez rechercher après vous sur, notamment sur Internet, d'un entraîneur qui est un peu précurseur et en tout cas qui communique beaucoup sur ces aspects-là, qui est Gabo Loyola Pérez. Voilà, donc on vous transmettra aussi le site Internet où il y a des situations pédagogiques et un petit peu également des principes et des concepts de jeu qui sont déployés sur toutes les parties, qu'elles soient techniques, physiques, mentales et sur la prise de décision, bien évidemment, pour que ça puisse aussi enrichir notre vision commune du basket et qu'on puisse continuer à avancer. Ton micro, c'est mieux avec le son. Hein. Merci à vous encore. Merci à Charlène, merci à David. À bientôt. On essaiera de refaire un tips dans très bientôt. Et puis, je vous souhaite une bonne reprise puisque on est un petit peu dans cette thématique-là. Voilà. À bientôt. Merci à vous. À bientôt. Merci.